Redonner du sens à sa vie professionnelle. Alors voilà une belle mission et on est ravis d'accueillir aujourd'hui Ludovic Huro pour en parler. Bonjour à tous. Bonjour Ludovic, alors tu es CEO de Shaper. C'est cette application finalement qui a pour mission de redonner du sens à la vie professionnelle. On l'appelle communément, je crois, le Tinder du networking. Suite à sa fonction Swap, tu es également cofondateur de Attractive World, qui s'est vendu au groupe Affinitas en 2016. Très belle performance. Donc voilà, je pense qu'avant finalement de parler de ton parcours entrepreneurial, on va un petit peu parler de Shaper. On m'a dit que tu étais entre New York et la France et que les équipes tech étaient basées en France et les équipes marketing, fonction clé quand même, étaient basées aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces structures finalement? Oui, en fait, on a essayé de prendre le meilleur des deux mondes. Donc, contrairement à Attractive World que j'ai lancé en France et qui était assez difficile d'internationaliser quelques années plus tard, on s'est dit avec Shaper, on va commencer directement aux États-Unis. Et le marché américain, bien entendu, est le marché le plus important lorsqu'on veut créer un leader mondial. On a regardé le parcours de LinkedIn, on a regardé le parcours de Viadeo et on s'est dit qu'on préférait avoir le parcours de LinkedIn que celui de Viadeo. Et donc, on a démarré notre focus en termes de marketing à New York, mais on s'est dit qu'on avait quand même un réseau qui était beaucoup plus important en France, notamment pour trouver des investisseurs et pour constituer des équipes produits et techniques. Et donc, on a décidé de mettre nos équipes techniques à Paris. Donc voilà comment ça a commencé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai paradis pour entreprendre en France parce qu'il y a énormément d'aides, notamment de la BPI, le crédit impôt recherche. Il y a une qualité d'ingénieur qui est extraordinaire puisque les Américains se battent pour faire venir des Français aux États-Unis. Et donc, ça nous paraissait logique de construire l'équipe data, produits et techniques à Paris. Je crois qu'à travers ta première expérience à Attractive World, tu avais mentionné dans un interview qu'en fait, la chose que tu avais sous-estimée, c'était vraiment le déploiement technique et la complexité que cela pouvait présenter. Alors concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe dans la salle des machines? Aujourd'hui, ça change beaucoup par rapport à ma première expérience, parce qu'en fait, quand j'ai lancé Attractive World, moi je sortais d'un fonds d'investissement et j'étais hyper naïf sur ce qu'était la tech en fait. Moi j'avais vu à la télé qu'on pouvait faire son site web par soi-même, j'avais 24 ans et je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin d'avoir un associé tech, on va se débrouiller. On a fait faire le site par des étudiants et résultat, le site a explosé au bout d'une semaine ou deux. Derrière, j'ai encore fait d'autres erreurs puisque je suis parti faire de l'offshore, je suis parti en Tunisie pour redévelopper la deuxième version d'Attractive World et qu'alors que le site devait sortir en septembre 2008, il est sorti en mars 2009, donc avec 7 mois de retard et il buguait dans tous les sens. Donc pendant cette première aventure, j'ai compris à quel point c'était important d'avoir un CTO, quelqu'un qui maîtrisait la vision technologique de la plateforme et je me suis réassocié avec ce CTO qui m'a finalement sauvé la vie sur Attractive World en 2009 sur l'expérience Shaper. Donc avec ce CTO qui s'appelle Cyril Ferret, qui était l'ancien CTO de la plateforme Alice ADSL, et une équipe qu'on a constituée beaucoup plus facilement, puisque bien entendu, avec la notoriété d'Attractive World, c'était beaucoup plus simple pour nous d'attirer des talents sur Shaper. On a pu construire une équipe technique assez solide. Maintenant, la difficulté, c'était plutôt le produit. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais la première version de Shaper était catastrophique d'un point de vue conception produit. Juste pour faire un petit sondage dans la salle, là, combien d'entre vous ont téléchargé Shaper à cette date? C'est pas mal. C'est plutôt bien, on vous félicite. Justement, si on parlait un petit peu produit, en fait, le fait d'avoir une app qui a une particularité assez virale, qui est basée sur le networking, est-ce que ça t'aide pour le marketing? Est-ce que ça vous aide dans le développement et le choix des canaux marketing pour la déployer, que ce soit aux États-Unis d'ailleurs, ou en France ou en Angleterre? Alors oui, ça aide parce qu'il y a pas mal de bouche à oreille sur Shaper, mais en fait la réalité c'est que ce n'est pas la composante networking qui aide. On
est tous des utilisateurs d'applications et réellement, en fait, on en parle autour de nous lorsqu'on est satisfait de l'expérience utilisateur. Si l'expérience utilisateur est mauvaise, finalement, vous n'en parlez pas et vous n'avez pas de bouche à oreille. Et c'est ce qui fait que la première version de Shaper qu'on a lancée en 2015 a été un échec complet. C'est qu'on avait très très mal pensé l'expérience, on avait fait une interface hyper compliquée et donc le produit n'a pas décollé. Au bout de 3 semaines, on avait 3 inscrits par jour et personne ne se reconnectait sur l'application. Aujourd'hui, on s'est redonné beaucoup de mal pour essayer de rendre l'expérience de networking la plus simple et la plus inspirante possible. On a encore énormément de boulot, bien entendu, de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train d'atteindre notre millionième utilisateur. 60% sont aux États-Unis. On en a quand même 25% en France, donc la France marche aussi très bien. Hier, on a fait notre record puisqu'on a fait 4150 inscrits dans la journée. Je pense que c'était l'effet inbound marketing France, non ? C'est en partie lié à l'événement, mais au-delà de ça, c'est vrai que l'expérience utilisateur s'améliore de jour en jour, puisqu'on a besoin d'avoir beaucoup de volume sur la plateforme pour proposer les rencontres les plus inspirantes possibles, et qu'on a pas mal travaillé sur les canaux marketing. On se rend compte qu'aujourd'hui, les canaux marketing classiques fonctionnent de moins en moins. Le succès d'Attractive World a marché sur des investissements, notamment à la télé. C'est vraiment à partir du moment où on a décidé d'investir à la télé que la notoriété d'Attractive World a décollé et que le chiffre d'affaires a explosé. Vous me parliez du métro aussi, On a fait le métro. En fait, sur Attractive World, donc on a mis 2 ans pour construire une plateforme qui marchait. Après, on a lancé le modèle payant avec un gros pari qui était est-ce que les gens allaient payer plus cher sur Attractive World que sur Mythic. Mythic était à 30 € par mois et nous, on s'est mis à 60 € par mois en faisant payer les hommes et les femmes. Voilà. Notamment, c'est une de mes associées, alors que moi, je pensais qu'il fallait le faire gratuit, qui m'a dit écoute, Ludovic, si tu offres des rencontres sérieuses, tu peux faire payer les femmes et pas payer n'importe quel prix. Et elle a eu raison, puisque 60% de notre chiffre d'affaires sur Attractive World était réalisé par les femmes. Et dès qu'on a vu que les gens étaient prêts à payer, je suis allé voir nos investisseurs et je leur ai dit vous allez me prendre pour un fou. C'était en 2010. On fait encore très peu de chiffre d'affaires, mais je pense qu'il faut commencer à investir à la télé. Et au début, ils m'ont pris pour un fou. Finalement, j'ai réussi à les convaincre. Et on a fait un gros partenariat avec Canal+ début 2011. On a sponsorisé toutes les émissions de Canal+. Et là, vraiment, le trafic a décollé. Et à l'époque, le ROI, donc la rentabilité des investissements télé, était le même que les investissements online. Sauf qu'en plus de ça, on construisait la notoriété de la marque et la crédibilité. Donc, ça a vraiment bien marché avec Attractive World, sauf que depuis, le monde a changé entre 2010 et 2017. Déjà, les nouvelles générations regardent de moins en moins la télé, ou sinon ils la regardent en streaming, ou ils vont sur Netflix, etc. Donc, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes sur Shaper. Et en plus de ça, étant donné qu'on a un gros focus sur le marché américain, la télé aux États-Unis est extrêmement segmentée, il y a des chaînes locales, il y a énormément de câbles, etc. Et ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Donc on a dû travailler sur des stratégies alternatives. Et on travaille beaucoup sur les stratégies d'influence notamment. On fait beaucoup de brand content. On commence à travailler avec des influenceurs. Donc là, on est en train de tester certaines opérations. On dit à un influenceur qui a une communauté très engagée de s'inscrire sur Shaper et on lui crée un hashtag de sa communauté. De la même manière qu'on a créé un hashtag pour les participants à cet événement, on crée un hashtag de la communauté de l'influenceur et l'influenceur envoie un message à sa communauté pour dire si vous voulez me rencontrer, téléchargez Shaper, swipez mon profil à droite et si je vous swipe aussi à droite, on va matcher et je vous invite à dîner. Et ça marche extrêmement bien parce que c'est complètement intégré dans l'expérience et dans le mindset de l'application. Et bien entendu, les membres de la communauté de l'influenceur ont envie de le rencontrer et donc s'inscrivent en masse. D'accord. Et ça, est-ce que vous avez des particularités par rapport au marché américain ? Est-ce que ce type d'activité va finalement marcher en France ou en UK ? Vous avez eu l'opportunité de le tester déjà ou... Alors pour l'instant, les tests sur les influenceurs sont encore vraiment au démarrage. Donc on a du mal à voir s'il y a des vraies différences avec des influenceurs aux États-Unis et des influenceurs en France. Ce qu'on voit, c'est que le marché aux États-Unis est un peu plus structuré. Les influenceurs commencent même à avoir des agents, etc., qui gèrent tout ça. Et il y a plus de plateformes d'influenceurs qu'en France, même s'il commence à y avoir des plateformes d'influenceurs en France. Mais sur les tests qu'on a fait, ça marchait aussi bien aux États-Unis qu'en France ou en Angleterre. D'accord. Alors vous parliez d'investissement. Je crois que vous avez levé 16,5 millions. 16,5 millions de dollars. 16,5 millions de dollars à date sur Shaper.
Est-ce que c'est important finalement? Je crois que dans cet investissement, il y a un mix d'entrepreneurs, il y a un mix de financiers. Il est important pour vous d'avoir des gens qui ont l'expérience terrain. Et puis vous-même, vous avez été quand même financier dans le passé. Est-ce que ça vous aide dans votre levée de fonds? Alors en fait, ça m'a surtout aidé à l'époque d'Attractive World, puisque quand on a lancé Attractive World en 2007, il n'y avait quasiment pas de fonds d'amorçage. Donc il a fallu aller chercher des investisseurs privés. Et c'est vrai que le fait d'avoir travaillé pendant plusieurs années dans le private equity, ça m'a permis de passer des coups de fil et dire « Ah bah tiens, tu te rappelles pas de moi, j'étais stagiaire ou j'ai démarré ma carrière, etc. Est-ce que tu veux pas investir dans ma boîte ?» Et c'est comme ça que j'ai trouvé les premiers business angels. Et notamment, il y en a un qui est dans la salle qui s'appelle Franck Boulan, qui était mon premier patron et qui m'a vachement soutenu à ce moment-là. Et dans un second temps, en fait, le succès d'Attractive World nous a permis de relever de l'argent. Et étant donné que les business angels réinvestissaient et en parlaient à leurs amis, on a levé 5 millions d'euros uniquement avec des investisseurs privés, ce qui était assez rare. Belle performance. Hein. Merci. Et quand on a lancé Shaper, on a proposé à nos investisseurs d'Attractive World d'investir dans Shaper, sachant que Attractive World distribuait des dividendes. On distribuait entre 1 million et 1 500 000 euros de dividendes chaque année. Et donc, ça nous a simplifié l'amorçage, puisqu'on a levé 3 millions de dollars sur Shaper avant même le lancement, notamment via les investisseurs d'Attractive World qui recevaient des dividendes et qui voulaient nous accompagner dans l'aventure. Et ensuite, on n'a relevé qu'avec des investisseurs privés, à la fois parce qu'on n'a pas pris le temps d'aller voir les investisseurs américains, notamment les fonds américains. On pensait que c'était plus simple d'utiliser notre réseau et nos connexions pour lever en France. Et parce que, malgré tout, les VC français aujourd'hui sont probablement plus à l'aise avec des modèles en B2B qui ont des revenus beaucoup plus tôt que des modèles comme Shaper qui ont des ambitions mondiales, mais qui nécessitent d'atteindre des masses critiques hyper fortes avant de commencer à monétiser. Alors justement, est-ce que ce n'est pas la difficulté un petit peu de ce modèle qui est aussi le modèle de Skype, qui est le modèle d'autres sociétés qu'on a constaté, où voilà un modèle un petit peu basé sur une masse de départ gratuite, et finalement les revenus qui viennent dans un second stade. Comment vous l'expliquez ça concrètement à un investisseur? Ça demande beaucoup de confiance quand même. Oui, bien sûr, et ça demande vraiment beaucoup de temps. Tout simplement pour finir, en fait, on a fini par lever les 16,5 millions de dollars qu'avec des investisseurs privés ou des family office. Donc on a aujourd'hui plus de 200 actionnaires et ça m'a demandé de faire beaucoup de rendez-vous pour expliquer la stratégie. Mais d'un côté, je trouvais que ça correspondait vachement à la philosophie de Shaper, qui est de finalement fédérer un grand nombre d'investisseurs autour de cette idée, qui est que Shaper va révolutionner la façon dont les gens se rencontrent dans leur vie professionnelle et les aider à s'inspirer mutuellement. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est difficile d'aller vendre un modèle lorsqu'il est gratuit. Maintenant, la chance qu'on a, c'est qu'il y a quelques exemples qui ont bien marché. Facebook n'a pas fait de revenus pendant les 3 premières années. LinkedIn n'a pas fait de revenus pendant les 3 premières années. Google n'a pas fait de revenus non plus. Donc, effectivement, c'est toujours plus risqué que lorsqu'il y a un modèle économique qui est déjà établi au démarrage. Mais sur les applications en B2C, c'est quasiment tous les modèles gagnants qui ont démarré avec du gratuit pour fédérer une communauté, améliorer l'expérience utilisateur. Et à partir du moment où on a ce qu'on appelle un product market fit, quand vraiment on voit que le produit apporte de la valeur et qu'il y a une certaine viralité et une explosion du nombre d'inscrits, c'est à ce moment-là où on commence la monétisation. Et les Américains en sont parfaitement conscients. C'est comme ça qu'ils ont créé des boîtes aussi grosses. C'est en se disant, on se concentre sur l'expérience utilisateur et la masse critique. Une fois qu'on a la masse critique, on lance le modèle de revenu. Voilà. Vous pensez que c'est un peu plus difficile en Europe? Je pense que c'est un peu plus difficile en France, parce que ce n'est pas forcément dans les cultures, mais les cultures évoluent ici énormément. Je reprends un exemple avec Attractive World, quand on a voulu lancer Attractive World aux États-Unis en 2013, alors que la société faisait plus de 40% de croissance et faisait 1 million d'euros de résultats nets, on est allé voir les fonds américains en leur disant voilà, on a un super modèle en France, on veut le lancer aux États-Unis. Les fonds américains nous ont dit non, mais nous on n'investit pas dans des boîtes françaises. Et on est allé voir les fonds français et ils nous ont dit mais non, mais nous les boîtes qui veulent aller aux États-Unis, il n'y en a aucune qui a marché, donc on n'investit pas dans les boîtes qui veulent aller aux États-Unis. C'était en 2013. Aujourd'hui, on est en 2017 et c'est tout l'opposé. Aujourd'hui, si Shaper a levé 16,5 millions de dollars, c'est parce que justement on est présent aux États-Unis et la plupart des VC français investissent dans des boîtes qui ont des ambitions à l'international. Donc la culture des VC français a beaucoup évolué. Et même aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de coups de téléphone de fonds de capital risque américains
qui nous disent aujourd'hui la politique a changé en France, ça nous intéresse d'investir dans des boîtes françaises. Donc il y a de plus en plus de fonds et d'investisseurs américains qui s'intéressent au marché français. Donc en 3-4 ans, il y a eu énormément d'évolutions positives pour l'écosystème en France. Très bien, je crois qu'on parlait aussi, vous parliez tout à l'heure de valeurs. Il y a quelque chose d'intéressant que vous avez cité dans un interview, notamment une étude d'Harvard, qui disait que il a été prouvé que plus les gens sont connectés les uns des autres, finalement, et plus le niveau de bonheur est élevé. Alors c'est quand même assez arrangeant, mais est-ce que justement, au-delà de donner du sens à la vie professionnelle, est-ce que Shaper ne donne pas aussi du sens finalement à sa vie personnelle et nous procure ce curseur parfait entre perso, pro? Comment on s'y retrouve dans tout ça? En tout cas, c'est mon expérience en tant qu'utilisateur, puisque moi je rencontre quasiment une personne par jour grâce à Shaper. Et au-delà de ça, en fait, si on a créé Shaper, c'est parce qu'on avait vraiment cette conviction. Moi, depuis que je suis entrepreneur, depuis 10 ans, j'ai toujours adoré rencontrer des nouvelles personnes, et sans forcément quelque chose de spécifique en tête. C'est pas parce que je cherchais à lever des fonds ou chercher un partenariat, tout simplement parce que je pense que rencontrer des nouvelles personnes, c'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est le meilleur moyen de s'inspirer, c'est le meilleur moyen de trouver des idées, de faire les bonnes connexions. Et moi, je l'ai toujours fait. Ça m'a toujours apporté énormément à la fois d'opportunités dans ma vie professionnelle et d'épanouissement dans ma vie personnelle, puisque la plupart des gens que j'ai rencontrés sont devenus des amis ou en tout cas des gens que j'apprécie sincèrement. Et ça m'a permis de le faire toutes ces levées de fonds. On a levé maintenant plus de 20 millions de dollars avec des investisseurs privés, justement parce qu'on a ce mindset. Et c'est tout le challenge qu'il y a pour Shaper, mais aussi l'extraordinaire opportunité. C'est que c'est vrai, et notamment dans la culture française, peut-être un peu plus qu'américaine, on a tendance à networker, même si j'aime pas trop ce terme, dès qu'on cherche un job, dès qu'on cherche des investisseurs. Mais le truc, c'est que c'est pas comme ça qu'on crée une relation saine. C'est pas comme ça qu'on crée une relation authentique. Donc lorsque vous allez voir les gens et vous leur dites tiens, j'ai besoin de ton argent ou je cherche un job, ils se sentent sollicités et donc vous créez pas la même relation. Lorsque vous les rencontrez tout simplement parce que vous voulez simplement échanger, construire une relation beaucoup plus authentique, s'entraider, naturellement, 6 mois plus tard, lorsque vous levez des fonds ou lorsque vous cherchez un job, ils vont vous aider naturellement et ils vont vous penser à vous et vous apporter des opportunités que vous n'aurez pas. Et aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce qu'aux États-Unis, il y a une personne que j'ai rencontrée dans l'avion et qui est devenue ma mentor à New York, qui est une femme de 82 ans, avec qui j'ai parlé pendant 6 heures et qui, quand je suis arrivé On n'est pas sur Attractive World, là, on est bien sur Shaper. On n'est pas sur Attractive World. Et on a parlé pendant 6 heures. On est ensuite devenus amis. C'est une femme qui a une histoire incroyable, qui est devenue une des plus grandes philanthropes à New York, et qui m'a dit écoute, Ludovic, quand tu arrives à New York, tu annules ton Airbnb, tu viens vivre à la maison. Et pendant 1 mois, elle m'a présenté tous les plus grands philanthropes de New York. Elle m'a amené dans des conseils d'administration de non-profit, donc d'organisations dans lesquelles elle est impliquée. Et la première chose qu'elle m'a appris, elle m'a dit aux États-Unis, on a la culture de la serendipity. Et serendipity, c'est provoquer la chance. C'est que quand on se lève le matin, en tant qu'Américain, on se dit que peut-être que la personne qu'on va rencontrer dans le métro ou dans la rue ou n'importe où, peut-être qu'elle va nous proposer le prochain Facebook. Et donc, il y a une curiosité et une ouverture d'esprit sur l'autre qui est peut-être encore un peu plus forte, parce que justement, il y a cette croyance de la force des rencontres et de la force du réseau. Profitez justement de cet instant de sérendipité aujourd'hui, je crois, pour... télécharger l'application et puis 2 pour se rencontrer. Il y a beaucoup de choses en commun qu'on a à partager en tout cas. Justement, si on revient un petit peu sur l'usage de l'application, et c'est bien fait, est-ce qu'il y a un type de personne ou de persona finalement dans le contexte de l'inbound qu'on identifie sur Shaper? Quels sont les profils types qu'utilise l'application? Alors en fait, il y en a différents, mais effectivement, à la fois, grâce aux nombreuses interviews qu'on a pu faire, mais aussi l'analyse des datas, on a déterminé plusieurs typologies de personnes. Vous avez les gens qui sont entrepreneurs, qui bien entendu cherchent à se connecter pour trouver des mentors, discuter avec d'autres entrepreneurs, trouver des investisseurs, etc. Vous avez les gens qui cherchent à changer de vie. Par exemple, moi j'avais fait une interview avec un trader à New York qui m'avait dit « mais moi, ça fait 10 ans que je suis trader, je rêverais de bosser dans les startups, mais si j'envoie mon CV, il n'y a personne qui va me répondre, donc j'ai besoin de networker, de me connecter pour provoquer des projets et des opportunités. » Les gens qui cherchent des jobs, bien entendu, puisque il y a une statistique alors c'est une statistique américaine qui dit que 70% des jobs sont trouvés via votre réseau. Vous avez des freelances qui nous disent finalement, moi avant je bossais dans un grand groupe, donc je rencontrais plein de gens, plein de collègues, etc. Maintenant, à la fois, j'ai besoin de me connecter socialement parce que je me sens un peu plus seul. Et bien entendu,
mon réseau me permet de trouver mes futurs clients, donc j'ai intérêt à utiliser Shaper pour pouvoir le faire. Et vous avez les gens qui déménagent et qui nous disent, bah voilà, moi j'arrive à New York, j'arrive à Paris, j'arrive à Rennes, j'ai besoin de me connecter avec des nouvelles personnes, à la fois pour développer mon réseau amical et développer mon réseau professionnel, et donc j'utilise Shaper pour le faire. Voilà. Donc ça, c'est les plus grands cas d'utilisation. Après, vous en avez d'autres, vous avez des gens qui voyagent beaucoup pour le business qui l'utilisent, ou tout simplement des gens comme moi qui adorent rencontrer des personnes en dehors de son réseau classique et qui utilisent Shaper justement pas forcément pour le business, mais plus pour aller trouver des idées et apprendre. Alors, on a pu échanger un petit peu avant avec Ludovic et on parlait d'anecdotes et d'usages des applications que vous avez lancées. Je crois qu'il y en a une qui était aussi assez pertinente de votre réseau proche. Je fais notamment référence à votre père. Oui. Je trouve qu'il y a une très belle anecdote. Je ne sais pas si vous pouvez ou vous êtes autorisé à nous en parler un peu plus en détail. Non, mais c'est vrai que c'est plus en fait au final une anecdote sur l'entrepreneuriat. Je veux dire, bon, on a tous des expériences dans sa vie personnelle qui peuvent vous donner une certaine énergie ou pas, une certaine confiance ou pas. Et c'est vrai que moi, mes parents ont divorcé quand j'étais tout petit, j'avais 2 ans, et j'avais un père qui n'avait pas du tout la culture entrepreneuriale, hein, puisqu'il était syndicaliste. Et en fait, il n'avait jamais vraiment compris pourquoi je quittais un fonds d'investissement pour lancer un site de rencontre. Et encore une fois, c'était en 2007, donc il n'y avait pas autant de hype autour de la création de start-up. Et quelques années plus tard, il voit une pub à la télé. Il se trouve qu'il était de nouveau célibataire. Il voit une pub à la télé et il décide de s'inscrire sur Attractive World. Et suite à ça, il utilise le site pendant quelques mois. Donc déjà, il comprend que c'est un peu plus compliqué que ce qu'il imaginait. Il rencontre quelqu'un. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'il vit avec cette femme, grâce à Attractive World. Et c'est vrai que depuis, ça nous a beaucoup rapprochés. Et, il peut vous remercier également. Ouais, il m'a remercié. Je lui avais donné un abonnement gratuit quand même. Quelle générosité. Et puis, je crois qu'il y a aussi d'autres rencontres sur Shaper qui sont tout aussi intéressantes. Je pense notamment au Chief of Staff d'Obama. Rencontre assez improbable également, non? Oui, j'ai eu quelques rencontres improbables sur Shaper. J'ai eu effectivement un moment où je me connecte à New York et je vois l'affiche du Chief of Staff, donc l'équivalent du secrétaire général de l'Élysée, à l'époque d'Obama. Et je swipe et en fait, je vois que je match avec lui. Et là, on commence à chatter et tout de suite, il me donne rendez-vous quelques jours plus tard pour aller prendre un café. Et je me suis retrouvé à discuter pendant 2 heures avec lui, où il m'a expliqué un petit peu voilà, tous les sujets de politique américaine. On a refait un peu le monde, entre guillemets. Et depuis, quand je suis à New York, il me propose d'aller dîner. Donc on a développé une relation qui était hyper amicale et très sympa. Et effectivement, voilà, c'est marrant de se dire je crée ma boîte aux États-Unis et tout d'un coup je me retrouve grâce à mon application en face du Chief of Staff d'Obama. Voilà. Mais ça m'est arrivé aussi de faire des rencontres assez marrantes en France. Je ne sais pas si vous connaissez Menelik, le rappeur. Tout à fait. Mais j'ai matché avec lui et il se trouve que c'est un de nos plus gros utilisateurs. Menelik, si tu nous entends. Voilà, exactement. Et j'étais assez impressionné parce qu'en fait il a mis Shaper dans les 4 boutons du bas sur son iPhone. Donc il m'a vraiment dit, moi je l'utilise tout le temps. Et justement, lui, il lance sa start-up. Et il me dit, je connais plein de gens dans la musique, mais je connais beaucoup moins de gens dans la tech. Et il utilise Shaper pour rencontrer plein de start-upers. À quand la playlist Shaper alors pour Menelik? La playlist Shaper, non? Ah, la playlist Shaper, on n'y a pas encore réfléchi. Très bien, c'est intéressant. Alors, on parlait justement tout à l'heure de modèles gratuits qui allaient sur un modèle payant. Un modèle intéressant, mais qui parfois demande des intégrations pour s'ouvrir. Est-ce que les partenaires, finalement, sont des éléments clés dans votre modèle, dans le développement de votre modèle, notamment sur Shaper? Alors effectivement, c'est un axe de croissance, tout simplement parce qu'on a vu de plus en plus de demandes de communautés et d'organisateurs d'événements d'utiliser Shaper pour connecter les membres. Donc typiquement des grandes universités américaines ou françaises, un organisateur d'événements au Madison Square Garden qui sont venus nous voir, qui se sont dit voilà, aujourd'hui il y a des apps dédiées aux événements, mais les gens les téléchargent assez peu parce qu'ils savent qu'ils vont devoir la supprimer après. Est-ce
qu'on ne pourrait pas créer un hashtag de l'événement sur Shaper, et à partir du moment où on met ce hashtag, Shaper propose un certain nombre de participants à l'événement basé sur son algorithme. Et donc on le fait, alors pour l'instant on le fait pas forcément de manière proactive. Voilà, on fait de l'inbound, donc quand on a des gens qui viennent nous voir, on leur fait cette intégration qui finalement prend quelques minutes pour nous, mais on n'a pas structuré d'équipe de business développement pour le faire parce qu'on considère que notre métier c'est quand même de faire du B2C, et donc on préfère réfléchir le marketing plutôt de manière B2C plutôt que B2B. L'inbound, justement, quel rôle joue l'inbound dans la croissance de Shaper? Si on en parle, c'est un petit peu le thème du jour. Ce serait intéressant de voir comment vous l'utilisez ou comment vous le concevez dans votre stratégie globale. Encore une fois, après, nous, on est en B2C, donc ça dépend ce que vous entendez par inbound sur du B2C. Sur cette partie B2B, effectivement, on travaille énormément sur la réputation de Shaper. Même moi, un peu contre nature d'ailleurs, mais je me mets de plus en plus en avant sur les réseaux sociaux, et notamment sur LinkedIn, dans lequel je vais écrire des articles, ou je vais faire des posts, ou même certaines vidéos pour parler d'épanouissement professionnel, pour parler du futur du travail, pour parler effectivement de la force des rencontres. Et on voit que ça marche bien, puisqu'aujourd'hui, les posts que je fais sont vus par entre 500 000 et 1 million de personnes à chaque fois. Et tout ça génère de l'inbound. Voilà. À la fois en B2B, puisqu'on a de plus en plus de partenaires qui viennent nous voir, et effectivement, comme je vous l'ai dit, d'organisateurs d'événements, d'universités, de grandes écoles, d'entreprises qui veulent connecter leurs salariés, leurs alumni, etc., et qui viennent nous voir. Mais aussi, ça génère aussi pas mal d'inscriptions, puisque en ce moment, je reçois à peu près 200 à 300 messages par jour sur LinkedIn de gens qui voient les posts et qui me disent tiens, j'ai vu ton post, je me suis intéressé à Shaper et j'ai décidé de m'inscrire. Et derrière, les gens nous font vachement de feedback, donc ça nous permet aussi d'améliorer l'expérience du produit. Donc effectivement, on utilise ces stratégies un peu d'influence entre guillemets sur les réseaux sociaux pour générer de la demande entrante. Alors c'est intéressant parce que vous intégrez avec LinkedIn, qui est quand même un réseau mondialement connu. Est-ce qu'il y a peut-être une opportunité, même pour LinkedIn, pour eux, de repenser finalement le réseau, le travail, la vie professionnelle, la vie personnelle? Ou est-ce que vous pensez que les missions sont complètement différentes et puis que finalement vous suivez votre chemin et LinkedIn a aussi son propre agenda? Alors, très concrètement aujourd'hui, je pense qu'on a chacun notre propre agenda, et LinkedIn en a encore plus chargé que le nôtre, puisqu'ils ont des problématiques en Asie, ils ont des problématiques pour s'adresser à certaines catégories de population qu'ils n'arrivent pas à attirer sur LinkedIn, mieux s'adresser aux freelances, etc. Donc aujourd'hui, pour nous, on est un produit qui est complémentaire. Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn pour gérer entre guillemets ma vie professionnelle au sens large, et pour aussi avoir des tâches beaucoup plus transactionnelles. Lorsque, par exemple, je vais recruter, je vais utiliser LinkedIn pour le faire, alors que j'utilise Shaper pour rencontrer des gens que j'aurais jamais eu l'idée d'aller rencontrer sur LinkedIn, à la fois parce que l'algorithme de Shaper va me les suggérer sur la base de plein de data que Shaper récupère, que LinkedIn n'a pas forcément, mais aussi parce que les gens qui s'inscrivent sur Shaper ont une démarche proactive pour faire des rencontres dans la vraie vie, et donc se reconnecter au réel. Et donc, naturellement, c'est beaucoup plus simple d'organiser un café sur Shaper que d'organiser un café sur LinkedIn. J'ai d'ailleurs quasiment jamais rencontré des gens en live, en vrai, sur LinkedIn, au-delà des gens qu'on a recrutés. Donc je pense que le produit aujourd'hui est extrêmement complémentaire. Après, nous, notre vision, c'est que le monde professionnel est en train de changer énormément, notamment sous l'impulsion des nouvelles générations qui recherchent de plus en plus de sens dans leur vie professionnelle, qui veulent avoir de plus en plus d'impact, qui cherchent des projets qui vont vraiment compter, au-delà du métro boulot dodo. Et on pense que Shaper pourrait être bien placé pour devenir une plateforme autour de l'épanouissement professionnel, puisque pour le moment, on leur dit commence par rencontrer du monde et tu vas voir, ces gens-là vont pouvoir t'aider à trouver le bon chemin. Demain, on pourrait imaginer d'autres briques sur Shaper qui augmentent finalement les possibilités pour nos utilisateurs de trouver finalement les projets qui vont compter pour eux et de développer les expertises qui vont leur permettre de réaliser la vie qu'ils ont vraiment envie de réaliser. Et justement, si on se penche de ce fin mélange entre la data et l'humain, finalement par rapport aux ambitions de Shaper, quel rôle joue la data ? Parce que c'est quand même un élément essentiel aujourd'hui, et j'imagine que pour votre futur, évidemment, plus vous collectez d'informations utiles, et plus ça vous permet également d'améliorer l'algorithme et de vous étendre. Vous pouvez nous en parler un peu plus sur le rôle de la data dans l'application ? La data, bien entendu, est clé. À la fois, elle est clé en termes d'expérience utilisateur, puisque si vous n'avez pas un algorithme relativement poussé, les probabilités que les gens matchent ensemble sont relativement faibles. Donc on a dû reconstruire tout un algorithme
et toute une stratégie pour récupérer de la data pertinente, puisque aujourd'hui, les grandes plateformes comme Facebook ou LinkedIn ne donnent plus de data. Ils ont fermé leurs API. Lorsqu'on s'inscrit avec LinkedIn, en fait, on récupère juste le nom, prénom, une photo et le job, mais on ne récupère pas l'intégralité des profils sur LinkedIn. Donc en fait, on a construit un modèle de data que, pour simplifier, on a fait en 3 étapes. Vous avez l'étape d'inscription sur Shaper. Donc vous pouvez vous inscrire soit via votre compte LinkedIn, soit via votre email. On va vous demander aussi d'ajouter des hashtags qui vont correspondre à vos centres d'intérêt professionnels et à vos passions, et d'accepter la géolocalisation. Est-ce qu'il y a un hashtag le plus populaire au passage? Il y a pas mal de hashtags populaires. Effectivement, il y a des hashtags assez généraux comme startup, digital marketing, etc. Maintenant, il y a des hashtags, par exemple, un des hashtags les plus tapés, c'est le hashtag méditation. Donc on ne s'attendait pas à ça, comme quoi le monde change. Et derrière, on a une deuxième étape où tous les profils passent dans un back-office, et on a 25 modérateurs qui repassent dessus et qui vont, entre guillemets, scorer le potentiel de carrière et le niveau d'expérience des gens. Et ce score va être utilisé par l'algorithme. Et on a aussi des scripts qui vont passer sur les pages publiques du web et qui vont importer des centres d'intérêt qui n'ont pas forcément été exprimés par l'utilisateur, mais qui pourraient être intéressants d'être utilisés par l'algorithme. Et la troisième étape, une fois qu'on a enrichi les profils, derrière, on utilise ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire qu'en fonction du comportement de nos utilisateurs, leur score va évoluer. Donc, par exemple, en fonction du taux de swipe droit sur votre profil de la part des gens qui ont des scores similaires ou supérieurs aux vôtres, votre score va pouvoir augmenter. Et on va regarder aussi les typologies de gens que vous swipez à droite. Et donc, on va comprendre que peut-être que les gens dans les startups, vous en rencontrez énormément et vous les swipez plutôt à gauche. Par contre, les gens qui sont dans des domaines complètement différents du vôtre et qui sont passionnés par la méditation, par exemple, et vous avez tendance à les swiper à droite. Et donc, l'algorithme va ajuster ses suggestions en fonction de votre comportement. Et vous avez une petite idée, en fait, des gens qui se rencontrent, la proportion des gens qui se rencontrent dans la vraie vie par rapport à l'application? Alors pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'on a des milliers et des milliers de gens qui se rencontrent toutes les semaines. On n'a pas encore vraiment investi le temps d'un point de vue data pour savoir si les gens se rencontraient vraiment. Pour l'instant, ce qu'on suit, c'est le taux de gens qui swipent, le taux de gens qui matchent ensemble, le taux de gens qui ont des conversations. Maintenant, on n'a pas pris le temps d'aller regarder s'il y avait des adresses dans les messages ou si la géolocalisation faisait qu'ils étaient au même endroit au même moment. C'est un gros boulot et d'ailleurs peut-être que ce n'est pas la meilleure manière de l'aborder. Donc on est encore en réflexion sur cette métrique-là. D'accord. Et vos ambitions pour Shaper, pour l'application, pour son développement dans les 3 à 5 prochaines années, comment vous voyez la carte, en fait, le mapping de développement? Déjà, il y a beaucoup d'ambition. Ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, on démarre avec le networking, mais pour nous, ça sera, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, le premier étage de la fusée. On pense que la plateforme Shaper sera beaucoup plus large que simplement une plateforme de networking, mais ça nous a permis de démarrer. On a constitué une communauté en 2 ans d'1 million d'utilisateurs. Et donc derrière, on va élargir avec un certain nombre de services, toujours en se focalisant sur la mission que Shaper, c'est la plateforme pour shaper ta vie. Et donc, on va développer des services qui vont aider les utilisateurs à trouver du sens dans leur vie professionnelle. Après, on a aussi pas mal de réflexions sur les modèles de data et bien entendu le modèle économique. Le modèle économique qu'on envisage aujourd'hui, c'est un modèle économique dans lequel il y a une partie de premium, c'est-à-dire qu'un peu comme sur LinkedIn ou comme sur Tinder, vous avez des fonctionnalités gratuites. Et il y a aussi des fonctionnalités payantes qui améliorent votre confort d'utilisation ou qui augmentent la pertinence de votre networking. Et c'est pour ça que vous allez payer. Aujourd'hui, les tarifs, c'est 10$ pour un mois. Et si vous engagez sur 12 mois, c'est 5$ par mois. Et après, on a de plus en plus de gens qui organisent des événements, de plus en plus de gens qui recrutent, qui nous disent finalement, les utilisateurs Shaper, c'est des gens ouverts, c'est des gens curieux, c'est des gens qui sont motivés pour se bouger. On aimerait bien pouvoir arriver à les toucher. Et donc, il y aura probablement un modèle avec les recruteurs ou avec des gens qui organisent des formations, des événements, qui proposent des services de développement personnel, par exemple, pour se connecter à nos utilisateurs sur Shaper. Donc ça, c'est la réflexion sur le modèle économique. C'est un système, en fait. Ça va bien au-delà de la simple application où on se rencontre et il y a un vrai développement, une vraie vision derrière. Exactement, voilà. Après, on a aussi des réflexions, et pour l'instant, c'est encore extrêmement embryonnaire, sur la façon dont on peut encore plus fédérer nos utilisateurs par rapport à la data qu'ils nous donnent.
même si encore pour l'instant on n'est pas assez avancé, on regarde de manière assez attentive le phénomène des ICO, qui permettent notamment de redistribuer une partie de la valeur sous forme de shaper coin ou sous forme de token à ses utilisateurs, et de repenser aussi toute la gouvernance de la plateforme pour impliquer beaucoup plus les utilisateurs dans la gouvernance de la plateforme. Donc on ne sait pas encore si c'est des opérations qui sont adaptées à Shaper. En tout cas, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup, et on trouve que ça correspond beaucoup à la philosophie de Shaper, qui est d'intégrer au maximum la communauté de gens qui croient dans la force de la serendipity, qui croient dans la force des rencontres, et donc pourquoi pas leur attribuer une partie de la valeur qu'ils créent grâce aux data qu'ils nous donnent. Alors vous êtes serial entrepreneur, vous êtes également chef d'entreprise, je pense que aussi multifacette, marketeur, un peu de tech, business, qui correspond aussi à l'audience d'aujourd'hui. S'il y avait 3 choses à retenir de votre expérience Attractive World / Shaper, quelles seraient-elles? Quels conseils vous auriez envie de partager aujourd'hui avec l'audience? En fait, je pense déjà qu'il faut entreprendre pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, je me rends compte que ce qui nous donne la force de développer Shaper, c'est pas tant l'argent et les perspectives financières, c'est vraiment le fait d'être convaincu qu'on se lève pas pour rien le matin, que ça me correspond, en tout cas moi personnellement, ça correspond à ma vision de la vie. Je crois vraiment que si tout le monde prenait une petite heure pour rencontrer quelqu'un de nouveau, le monde changerait positivement et provoquerait plein d'opportunités dans la vie des gens. Et après, bien entendu, lorsqu'on est convaincu par la mission de l'entreprise et la vision qu'on a, s'il y a des échecs, il y a des échecs. On n'a pas l'impression de perdre du temps parce que on se dit qu'on a fait les choses parce qu'elles avaient du sens. Et si ça marche, c'est encore un bonheur plus incroyable parce que on est complètement aligné dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle par rapport à ses valeurs. Donc je pense que avant de lancer sa boîte, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut vraiment, vraiment faire. Et le sens qu'on veut y mettre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça permet de passer les moments difficiles, mais ça permet aussi de fédérer des gens d'une très très grande qualité qui vont aussi croire dans la mission de l'entreprise, tout simplement parce que être entrepreneur, c'est aussi fédérer des talents, fédérer des investisseurs qui croient en vous, avoir des cofondateurs qui sont prêts à se serrer les coudes dans les moments difficiles. Et je pense que ça, c'est vraiment la première étape pour développer un projet. Après, la deuxième étape, c'est de bien s'entourer, et notamment... moi, je vois sur Attractive World, même si je l'avais fait à l'origine avec 2 potes qui avaient mis de l'argent mais qui n'étaient pas opérationnels dans l'entreprise, j'ai vécu énormément de galères les 2 premières années. Et donc, trouver des fondateurs ou des cofondateurs qui partagent les mêmes valeurs mais qui ont des expertises complémentaires est quelque chose d'hyper clé dans le succès d'une start-up. Et après, le troisième point, je pense que c'est vraiment... d'extrêmement bien réfléchir à l'expérience utilisateur. Encore une fois, sur le premier produit, on a fait l'erreur peut-être d'être un peu trop impatient, de ne pas parler assez autour de nous de l'idée, de ne pas tester assez les premiers screenshots du produit. Et on s'est rendu compte, après avoir dépensé $1 million, qu'en fait, on s'était planté. Et à la fois, ça faisait mal pour des questions financières, mais même pour des questions d'ego. C'était extrêmement compliqué. Et moi, j'ai vécu une période où j'ai vraiment perdu confiance dans ma vie, parce que tout d'un coup, je me suis dit, tiens, en fait, j'ai peut-être eu du bol avec Attractive World et peut-être que je suis incapable de relancer une nouvelle boîte. Alors que si j'avais vraiment pris le temps de questionner les gens, d'itérer énormément sur le produit avant de faire un lancement officiel, je pense qu'on aurait un produit qui serait de bien meilleure qualité et on n'aurait pas eu à en refaire une deuxième version. Donc, je pense que c'est les 3 conseils en tout cas, que je m'appliquerai à moi pour la prochaine aventure, s'il y en a une. D'accord, donc la quête de sens, les valeurs communes et la qualité du produit. Je crois que ça résume Exactement. Bien votre expérience et l'application. Je vous invite également à découvrir, si vous voulez en savoir un peu plus, sur le profil de Ludovic. Il y a Startup Begin, en fait, qui a sorti un livre au mois de novembre qui s'appelle « Si ce n'avait été que de la chance ». Donc l'aventure sans filtre d'Attractive World à Shaper. Ça relate un petit peu, je crois qu'il y a 60 heures d'interview avec votre cercle familial, à la fois amical et également professionnel, qui relate votre histoire et puis aussi vos acquis, vos expériences. Et puis tout ce qu'on peut en tirer, en tout cas bien au-delà de 40 minutes aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a plu dans le projet de Startup Begins quand ils sont venus me voir pour écrire un livre. C'est qu'ils m'ont dit, voilà, quand on regarde les médias, on a l'impression que c'est hyper simple de créer sa startup, de lever énormément de fonds et de la revendre des centaines de millions. Nous, on a envie de
décrire dans ce livre à quel point c'est des up and down, ça a des impacts sur ta vie personnelle, tu passes par toutes les émotions, et donc on a envie de raconter ça, bien entendu, à travers tes yeux, mais aussi à travers le regard de ta famille, de tes meilleurs amis, de tes associés, de tes actionnaires, aussi de certains utilisateurs. Et donc ils ont fait 60 heures d'interview pour raconter toute l'histoire d'Attractive World et de Shaper, les moments de haut comme les moments de bas. Et c'était vraiment un projet passionnant à faire, et le livre est sorti il y a quelques semaines. Très bien, c'est une belle lecture. Je vous invite à télécharger ou alors à l'acheter sur Amazon. Hein, c'est bien ça? Exactement. On a un tout petit peu de temps pour une question auprès de l'audience. Si vous avez une question pour Ludovic, vous êtes le ou la bienvenue. Ah, ça tombe très bien. Bonjour Ludovic, merci beaucoup pour ce partage d'expérience et l'introspection dont tu fais preuve dans les derniers conseils. Moi, ma question, donc je développe aussi une plateforme. Et la difficulté, c'est d'arriver à faire matcher l'offre et la demande. Parce que si moi, je cherche quelqu'un sur l'inbound et que cette personne n'est pas là, je ne reviendrai pas. Et si je m'inscris pour partager mon expérience, je dis n'importe quoi en SEO, et que je ne suis pas sollicité, je ne reviendrai pas non plus. Comment tu as géré cette complexité dans le marché de la rencontre et là, maintenant, du networking business ? En fait, sur Attractive World, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé juste une page d'inscription au démarrage. Donc, on a recruté 70 personnes qui se baladaient dans la rue et qui allaient voir les gens et qui leur disaient voilà, Attractive World lance c'est la sélection de ses 1000 membres fondateurs. Inscrivez-vous, et si vous êtes sélectionné parmi les 1000 premiers membres, on vous offre la gratuité à vie. Et donc on a ouvert la page d'inscription uniquement pendant un mois. On a eu à peu près 5000 inscriptions. Sur les 5000, on en a sélectionné 1000 et on a ouvert le site une fois qu'on avait ces 1000 personnes-là. Et après, derrière, on a commencé à communiquer et des nouvelles personnes sont entrées, mais il y avait déjà les 1000 premiers utilisateurs qui faisaient qu'il y avait de l'activité sur Attractive World. Sur Shaper, c'était un petit peu différent. Sur Shaper, on avait plus de budget puisqu'on avait levé 3 millions de dollars avant le lancement. Et donc, en fait, on a soutenu l'ouverture de Shaper avec des campagnes marketing qui étaient hyper targetées sur New York, sur les gens qui étaient dans le secteur de la tech, parce qu'on avait besoin d'avoir le maximum d'homogénéité. Et très rapidement, on a eu une première masse critique qui faisait que les gens étaient capables de swiper leurs 15 profils par jour dans la ville de New York et sur des secteurs d'activité qui étaient similaires. Voilà. Et après, derrière, on a ouvert d'autres villes. On a ouvert Los Angeles, Chicago, Washington, Paris, Londres. Et sur chaque ville, dès qu'on avait la taille critique, on décidait d'ouvrir à d'autres secteurs d'activité. Et donc, c'est comme ça qu'on a grandi par capillarité au démarrage. Maintenant, on a une politique marketing qui est plus large. Très bien, merci beaucoup. Merci pour la question. Merci Ludovic Oraud. Et puis bonne continuation, je vous invite à le faire encore si vous n'êtes pas sur l'application. En tout cas, je vous y retrouverai avec plaisir. Et Ludovic aussi, je pense, pour aujourd'hui. Merci beaucoup et merci pour votre temps.